On continue donc la correction du TP8 de Scilab. Il s'agit d'une succession d'exercices sur des matrices. Donc le premier exercice, c'est l'exercice 10, qui demande en fait de reprendre un travail que l'on a mené dans le chapitre 6 sur les systèmes, en l'occurrence le premier exercice, et de résoudre les systèmes qu'on avait résolus à la main au départ avec Scilab. Donc le premier système, 3x plus 5y égale 4, 2x moins 4y égale moins 1, deux équations, deux inconnues, qu'on va résoudre en utilisant une matrice. Donc j'écris la matrice que je vais appeler A, qui va correspondre au coefficient du système. Donc 3, 5 qui sont les coefficients de la première ligne, 2 et moins 4 qui sont les coefficients de la deuxième ligne, ce qui nous donne une matrice. La matrice B qui est la matrice du second membre. Alors, 4 et moins 1. Et ensuite, il suffit de calculer l'inverse de A multiplié par B. Et donc, Scilab nous donne les solutions de ce système. Alors, il y a deux possibilités. Soit la matrice A est inversible, et dans ce cas-là, Scilab nous donne l'unique solution du système. Soit la matrice A n'est pas inversible, et dans ce cas-là, Scilab nous donnera une erreur. Donc ici, on en déduit qu'il y a une seule solution au système, qui est x égale 0,5, donc 1 demi, y égale 1 demi. Regardons ce qui se passe pour le deuxième système. 2x moins 3y égale 1, donc 2 moins 3 pour la première ligne, et ensuite 1 tiers de x moins 1 demi de y pour la deuxième ligne. Alors remarquez que la deuxième ligne fait apparaître des coefficients fractionnaires, ce qui fait que Scilab lui va remplacer par des valeurs approchées. On pourrait tout à fait multiplier la deuxième ligne de notre système par 6 de façon à ce qu'il n'y ait que des coefficients entiers, ce qui évitera les erreurs d'approximation. Mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails ici. La matrice B, donc le second membre. Et ensuite, même chose qu'au-dessus, l'inverse de A multiplié par B. Scilab nous dit que le problème est singulier tout simplement parce que l'inverse de A n'existe pas, la matrice n'est pas inversible, donc soit le système a une infinité de solutions, soit il n'en a aucune. Mais Scilab ne nous permet pas de trancher entre les deux possibilités. Regardons le troisième système, donc qui est un système de trois équations. Le troisième système, on ne va pas le regarder, ce n'est pas un système carré. C'est un système donc, qui a trois équations et seulement deux inconnues. Donc avec Scilab, je serai obligé d'avoir une matrice dans laquelle il y a une colonne de 0 qui ne sera pas inversible et ça ne me permettra pas de conclure. Le quatrième système, par contre, lui, c'est un système de trois équations à trois inconnues. Donc ma première ligne x moins y plus z, ma deuxième ligne 2x plus y moins z, et ma troisième ligne x moins 2y plus 3z. Alors on met 3 simplement. Donc voilà ma matrice, 1, moins 1, 1, 2, 1, moins 1, 1, moins 2, 3. J'entre la matrice B, qui est 1, 2, 0. Et même chose qu'au-dessus, inverse de A multiplié par B. 1, moins 1, unique solution du système. Ensuite, il y a plein d'autres matrices. On va donc 5, 6, on peut les faire. 7, il n'y a que 2 non, 7, on peut le faire aussi. On va passer directement au petit 9, où il y a un système de 4 équations à 4 inconnues, simplement pour avoir une idée de ce qu'il y a. Donc moins 3x plus y plus z plus t pour ma première ligne, x moins 3y plus z plus t pour ma deuxième ligne, x plus y moins 3z plus t pour ma troisième ligne, et pour la dernière ligne, x plus y plus z moins 3t. Voilà ma matrice A. J'ai oublié une virgule. Alors, j'ai dû oublier d'autres choses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Il manque aussi une virgule ici. Voilà, cette fois ça marche. Donc il faut faire attention à ce que l'on écrit. Et puis mon second membre, c'est 0, 0, 0. Voilà.
Voilà, donc même chose, inverse de A multiplié par B. Un problème singulier, donc la matrice A n'est pas inversible. Bon. Donc voilà pour ce premier exercice qui nous fait simplement transformer finalement un système en problème matriciel et une résolution matricielle à l'aide de Scilab. L'exercice 11. Exercice un petit peu plus intéressant. On a une matrice M. À l'aide de Scilab, donner la matrice M-1 si cette dernière est inversible. Donc là, je vais faire ça dans la console. La matrice qu'on nous donne, c'est 4, moins 5, 2, 1, 0, 0 et 0, 1, 0. Est-ce que la matrice est inversible? Scilab me répond que oui. Et la matrice M-1, la voici, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 5, moins 2, 2, 5. Bon. Ensuite, on considère une suite définie par U0 égale 1, U1 égale moins 1, U2 égale 0 et une relation de récurrence qui relie tout ça. UN plus 3 égale 4UN plus 2, moins 5UN plus 1, plus 2UN. Il y a deux questions mathématiques que je ne vais pas traiter dans ce corrigé. Je vais juste me focaliser sur les questions de Scilab. On nous demande de vérifier que pour tout entier naturel M, la matrice colonne UN plus 3, UN plus 2, UN plus 1 est égale à M multiplié par la matrice colonne UN plus 2, UN plus 1, UN. Et ensuite d'établir par récurrence que la matrice colonne UN plus 2, UN plus 1, UN est égale à M à la puissance N multiplié par la matrice colonne U2, U1, U0. Bon. Ça, ce sont des questions mathématiques qui sont pas très compliquées, qui reposent simplement sur du calcul matriciel et une petite récurrence sans difficulté. La troisième question est plus intéressante, plus intéressante dans le cadre de notre travail avec Scilab, puisque elle nous parle d'écrire une fonction suite qui prend en entrée un entier n et qui renvoie la valeur de un. Bon. Pour ça, bien sûr, on va utiliser le fait que la valeur de un nous est donnée par une relation matricielle qui est donnée au-dessus. Donc il me faut une fonction suite, donc je ne me pose aucune question, qui doit me renvoyer un. Donc je vais appeler u ce qui va être renvoyé. Voilà. Donc là, le prototype de la fonction, l'écriture, ça, il n'y a pas de difficulté. Ce qui va être important, c'est ce que l'on va mettre dedans. Pour calculer un, on a besoin de la matrice m à la puissance n. Donc je vais reprendre ma matrice m, qui est écrite ici. Un petit copier-coller suffira. Voilà, j'ai ma matrice m. Ensuite, j'ai ma matrice que je vais appeler U. Alors je vais l'appeler U0. On peut faire comment dire, on peut faire différent, mais on peut faire avec moins de variables, mais je vais essayer d'être un petit peu plus, de mettre plus de variables pour que ce soit plus compréhensible. Donc la matrice que je vais appeler U0, c'est la matrice U2, U1, U0, sachant que U2 c'est 0, U1 c'est moins 1, et U0 c'est 1. Donc c'est la matrice U2, U1, U0. Et ensuite, je vais calculer une matrice U qui est M à la puissance N multiplié par, alors hop, je mets des parenthèses pour être sûr que le calcul soit bien fait, multiplié par la matrice U0. Et là, j'ai calculé UN plus 2, UN plus 1, UN. Il faut que je sorte le coefficient qui se trouve dans la troisième ligne de la matrice colonne U. Donc U, ça sera U2, troisième ligne, première colonne. Un petit essai pour vérifier que ça fonctionne. Voilà. Suite de 4, il me trouve 26, ce qui est cohérent. Alors on peut faire suite de 3, ça sera peut-être plus simple. Il trouve 7, et si je fais suite de 2, il nous trouve 0, U2 égale 0, ça fonctionne. U3 égale 7, ça fonctionne aussi, puisque 4 fois 1, moins 5 fois moins 1, plus 2 fois 0. Ça devrait faire 9. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Est-ce que je me serais trompé quelque part?
U2 c'est 0, U1 c'est moins 1, hein, je me suis peut-être trompé dans la matrice, 4 moins 5, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, non. 4 fois U2, non c'est 4 fois, non non c'est bon, j'ai fait le calcul à l'envers, non non c'est bon, on trouve bien 7 et 26, ça marche. Ensuite, on nous demande d'écrire un script Scilab, c'est la question 4, permettant de connaître le plus petit rang tel que UN est supérieur à 100. Donc il y a quelque chose de relativement simple à faire. Voilà une première proposition pour le petit 4 de cet exercice 11. Donc je vais partir de n égale 0, le rang 0. Tant que, alors je vais mettre U au départ à U0 c'est 1, voilà. Et tant que U reste inférieur strictement à 100, je vais faire les calculs. U égale suite de n, en ayant bien sûr pris la précaution d'augmenter n d'une unité. Et ensuite, je vais afficher n. Voilà mon script qui se fait sans problème. Alors on verra qu'il y a quand même informatiquement un petit souci juste après et on essaiera de le résoudre. Je réexécute et il me dit qu'à partir de 6, je vais dépasser 100. Je peux vérifier en calculant suite de 6. 160, évidemment j'ai dépassé 100. Si je calcule suite de 5, 69, je suis en dessous de 100. Le souci dans ce genre de script, c'est que quand je calcule suite de n, je vais calculer la matrice m à la puissance n un certain nombre de fois, et ce faisant, je calcule m à la puissance 1, ça ne me pose pas de problème, m au carré, ok, ensuite j'oublie ce m au carré, et je vais calculer m au cube, sauf que pour calculer m au cube, j'aurais déjà dû calculer m au carré. Donc ici, je suis à n égale 6, ce qui n'est pas très compliqué, mais si n était égal à 100 ou 1000 par exemple, eh bien il y aurait tout un tas de calculs qui auraient été refaits de façon inutile. Il vaut mieux conserver les valeurs de façon à éviter de refaire tout le temps le même calcul. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est la machine, mais ça prend du temps de calcul inutile. Donc on va faire un 4 bis. Je vais bien sûr reprendre ma matrice M. Cette fois, je ne vais plus utiliser la fonction suite. Voilà. Je vais prendre n égale 0. Très bien. Je vais prendre, je vais prendre la matrice identité, qui est donc une matrice 3, 3. Je vais noter ça mn pour m à la puissance n, pour n égale 0, voilà. Mon u de départ, c'est mon u0. Je le reprends là aussi. Et ensuite, je vais dire que tant que, et il me faut bien sûr u, je vais modifier le u0. Donc je vais laisser u comme ça, sera ce qui évite d'avoir trop de variables. Tant que le u de la troisième ligne et de la première colonne, donc mon un, est inférieur à 100, ça ne change pas. Bien sûr, je vais augmenter n d'une unité, ça ne change pas non plus. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais modifier ma matrice mn. Au départ, c'était l'identité. Donc je dis que mn, c'est la matrice mn multipliée par m. Je fais tous les produits de cette façon-là, je ne les calcule qu'une seule fois. Et bien sûr, il faut que je fasse quand même mon produit matriciel, mn multiplié par... on n'a même pas besoin de ça en fait. Si je fais u égale m multiplié par u, ça suffira. Donc on n'a même pas besoin de cette mn ici. Et disp n à la fin. Je vais relancer ça. 6 et 6, ça me donne pareil. Sauf que, alors ici avec 6, on ne va pas s'en rendre compte parce que ça a été fait en une fraction de seconde. Mais si jamais, à la place de mettre 1000, je mettais, à la place de mettre 100, je mettais 1000 ou 10 000 ou 100 000, quoique ici la suite elle grossit très vite. Donc normalement, ça devrait comment dire, ces valeurs devraient être atteintes assez facilement, mais en tout cas, on devrait obtenir une différence significative entre les deux assez rapidement.
Question 5, écrire une fonction somme qui prend en paramètre n et renvoie la somme des termes de la suite. Donc la question 5, je peux la faire entre guillemets bêtement en utilisant la fonction suite qui est ici. Donc je dois écrire une fonction. Voilà, très classiquement, la variable dans laquelle le résultat va être renvoyé, je vais l'appeler s. On me demande d'appeler ma fonction somme. Somme de quoi? Je dois ajouter les termes de U1 jusqu'à UN. Donc il me faut toujours ma matrice U0, ça ne change pas. J'en ai pas besoin, non, on va faire d'abord avec la fonction suite. Donc S est égal à 0 au départ, et ensuite une boucle comme pour toutes les sommes. Hein. Pour k égale 1 à n, qu'est-ce que je fais? Eh bien S égale S plus suite de k. Et de cette façon, je vais calculer chaque terme de la suite et l'ajouter au reste. Évidemment, même remarque que tout à l'heure, hein, en faisant suite, je vais calculer la matrice M à la puissance n plusieurs fois de suite, c'est pas forcément utile. Donc je relance, évidemment les deux scripts sont lancés, et si on calcule la somme des termes, des 6 premiers termes par exemple, eh bien on trouve, non j'ai fait suite, c'est somme qu'il faut faire, on trouve 261. Donc la somme des 6 premiers termes de la suite, enfin pas exactement puisqu'on nous demandait la somme de k égale 1 à n, mais donc la somme des 6 premiers termes à partir du second est égale à 261. Mais même remarque au-dessus, cette fonction suite, on refait tout le temps le même calcul. Donc on peut améliorer significativement les choses en faisant faire le calcul petit à petit. Donc on va réutiliser tout ça. Donc je vais recréer une deuxième fonction, puisqu'on me demande de le faire sous forme de fonction. Je vais l'appeler somme 2 de n. Voilà, le prototype ne change pas. Dans ma fonction, je mets ces choses-là. Alors le n égale 0, ça j'en ai pas besoin. Voilà. Et ensuite, je vais, par contre, il faut le s égale 0 pour la somme. Et je vais faire ça avec une boucle for, ça ne change pas. Il faut que je calcule tout ça. Et je vais donc faire s égale s plus. Il faut que j'ajoute uk. Où est-ce que je vais trouver uk? Uk sera dans le u de 3.1. Bon. Avant de faire cette chose-là, il faut bien sûr que j'écrive u égale m multiplié par u. Et de cette façon-là, les termes de la suite vont être calculés tranquillement les uns après les autres. Et la matrice à la puissance n ne sera calculée qu'une seule fois. Donc on va tester que ça fonctionne bien. Je vais faire somme 2 de 6 et je trouve bien le même résultat, ça fonctionne. Donc cette fonction-là est plus compliquée que la précédente à écrire, mais si jamais j'ai une grande valeur de n à mettre, eh bien le calcul se fera beaucoup plus rapidement. Voilà pour l'exercice 11. L'exercice 12. On nous demande d'écrire une fonction f qui prend en paramètre un réel x et qui renvoie f de x, sachant que f de x est la fonction qui est définie par f de x égale x moins exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 1. Bon. Cette première question, elle se fait très facilement. J'écris une fonction, i pour image par exemple, égale f de x, et qu'est-ce que je dois renvoyer? Eh bien x moins exponentielle de x moins 1 divisé par exponentielle de x plus 1. Voilà pour cette fonction f qui répond à la première question. Deuxième question, écrire une fonction tableau qui prend en paramètre 3 réels, a, b et le dernier qui est epsilon, mais on ne pourra pas écrire sous sa forme epsilon, on écrira EPS comme variable par exemple, qui renvoie le tableau de valeur de f sur l'intervalle AB avec un pas de epsilon. Très bien. Donc on me demande une fonction tableau qui va renvoyer un tableau. Donc je vais appeler la variable de retour t pour tableau. Tableau
qui prend en paramètre 3 réels A, B, et epsilon, évidemment, B est supposé plus grand que A. Je dois d'abord faire un tableau vide, très bien, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Un tel tableau est une matrice comportant deux lignes, la première ligne donnant les abscisses et la seconde donnant les ordonnées. Très bien. Donc il me faut faire une boucle, mais alors, il y a deux façons de la faire. Soit je peux calculer le nombre de valeurs dont j'aurai besoin, soit je peux tout simplement faire une boucle tant que qui me permet de ne pas avoir à gérer ça. Donc tant que quoi, ma position, que je vais appeler P, est inférieure ou égale à B, je vais continuer mon calcul. Évidemment, ma position, il faut que je l'initialise. Au départ, je pars de A. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans ma première ligne du tableau, remarquez qu'il va falloir aussi que j'avance dans mon tableau. Donc je peux donner une valeur, par exemple, à n qui va représenter le numéro de la colonne. Au départ, je serai dans la colonne 1. Donc dans la ligne 1, la colonne 1, qu'est-ce que je vais mettre? Dans la ligne 1, dans la colonne n, pardon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la valeur de P. Et dans la ligne 2, la colonne n, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre f de P. Et à la fin, je pourrai renvoyer mon tableau. Alors ça, c'est... j'ai un petit doute sur le... Algorithmiquement, ça fonctionne, mais j'ai un petit doute sur la syntaxe. 0,1 avec un pas de 0,1 par exemple. Non, j'ai oublié quelque chose. Ici, bien sûr, il faut que je mette à jour la position. Donc il faut que j'ajoute le pas. Erreur très classique. Et puis n égale n plus 1, il faut aussi que je modifie la position dans mon tableau. Donc ça a plus de chances de fonctionner déjà. On relance. Et non, ça fonctionne. Donc syntaxiquement, c'est bon, ça marche. Donc j'ai bien ici avec un pas de 0,1 jusqu'à temps que j'obtienne inférieur ou égal à B. Ça fonctionne. Voilà pour ces trois... Ah non, il y en a un quatrième. Un quatrième exercice sur les matrices. Alors ici, c'est sur les matrices au sens où le tableau qui est renvoyé est en fait considéré par Scilab comme étant une matrice. Dernier exercice, il s'agit de faire un petit peu la même chose que ce que l'on a fait, mais avec une suite. D'abord, écrire une fonction. Très bien. Alors ici, on est dans un autre exercice, donc j'appelle f la même fonction qu'ici, mais il faudrait faire ça dans un autre fichier, donc je vais l'appeler g. Comme ça, il n'y a pas de souci, ça pourra fonctionner. Cette fonction g, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction g, donc, elle est assez compliquée à écrire, mais il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Donc on a une grande fonction. 2 fois exponentielle de x, moins x multiplié par le logarithme népérien, qui, je le rappelle, est log avec Scilab, de 1 plus x, divisé par exponentielle de x, plus x au carré. Bon, c'est un peu long à écrire, mais donc il faut juste bien faire attention aux parenthèses, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Deuxième, on nous demande d'écrire cette fonction-là pour qu'elle puisse fonctionner avec des matrices. Donc il faut les opérations pointées. J'espère ne pas en avoir oublié, ça devrait fonctionner. Bon. Ensuite, on nous demande d'afficher la matrice où la première ligne est 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, où n est un entier saisi par l'utilisateur. Donc déjà, il va falloir que je demande à l'utilisateur d'entrer la valeur de n. Ceci étant fait, ma première ligne de matrice, donc que je vais appeler x par exemple, je vais l'obtenir avec le linspace. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller de 0 à n. Avec un certain nombre d'étapes, il m'en faut n plus 1. Alors ici, j'ai pareil un petit doute sur la syntaxe de linspace.
Combien vaut n? N vaut 6, non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc je vais bien de 0 à n, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il me faut calculer la deuxième ligne de la matrice qu'on me demande. Je vais tout simplement calculer ici g de x. Et ensuite, la matrice que l'on me demande d'afficher, je vais appeler M. Ma première ligne, c'est x, ma deuxième ligne, c'est y. Et voilà. On me demande n, 10 par exemple, et je peux demander l'affichage de M, j'ai bien mes 10 colonnes. Alors, on me demande d'afficher la matrice, donc ici, après ça je vais faire, alors on n'est même pas obligé de mettre M ici, hein. Un disp de xy suffit. Et on me demande de conjecturer le comportement asymptotique de la suite, ce qui veut dire que je vais devoir regarder ce qui se passe pour des grandes valeurs de n. Donc je vais recommencer l'exécution. Je vais recommencer l'exécution donc en mettant une grande valeur de n, donc j'ai mis 10, je vais mettre 100. Bon, très clairement, la suite semble converger vers 2. Voilà pour cette série d'exercices sur les matrices. Les deux derniers, ce sont des matrices vraiment au sens de Scilab, puisque pour Scilab ici, ce qui est renvoyé, ce sont des matrices, mais ce ne sont pas des matrices au sens mathématique du terme.